On est nombreux à se servir d'une IA pour coder un peu comme un simple assistant. Mais imaginez une seconde. Et si on pouvait transformer cet outil en un véritable partenaire de développement? Un partenaire capable de bâtir des logiciels complexes, prêts à être lancés en production. C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà la question centrale. Le but, ce n'est pas juste d'avoir une petite aide de temps en temps, mais bien un collaborateur qui prend des initiatives. Dans cette analyse, on va voir comment faire passer Claude Code de ce rôle d'assistant à celui d'un agent de développement, un agent puissant et presque autonome. Pour y arriver, voici notre feuille de route. On va d'abord voir comment bien piloter l'assistant. Ensuite, comment automatiser les tâches les plus lourdes. Puis, on plongera dans le développement agentique, un concept fascinant. Et enfin, on verra comment connecter Claude à tout l'environnement de développement. Allez, on y va. Première section. Avant même de penser à automatiser, la base de tout, c'est de bien cadrer le comportement de l'IA. Il faut poser des règles du jeu claires, un cadre solide, pour que tout fonctionne comme on le souhaite. Et tout commence avec un fichier, le claude.md. Pensez-y comme à la constitution du projet pour l'IA. C'est là-dedans qu'on va graver dans le marbre les grands principes, les bonnes pratiques, bref, tout ce qui va garantir que l'IA se comporte de manière cohérente et prévisible. Pour que ce soit efficace, l'astuce, c'est de ne pas en faire un énorme fourre-tout. On peut par exemple avoir des fichiers claude.md spécifiques pour le front-end et d'autres pour le back-end. On peut même faire référence à des documents externes pour garder le fichier principal bien propre et facile à gérer. Bon, maintenant que l'IA sait quoi faire, il faut définir ce qu'elle a le droit de faire. Et ça, c'est le job du fichier settings.local.json. C'est lui qui va donner un peu plus d'autonomie à Claude en autorisant à l'avance certaines commandes. Ça évite de devoir valider chaque petite action manuellement. Mais attention, ici, il faut être hyper prudent. La différence est simple, mais elle est vitale. Donner le feu vert pour des commandes de lecture comme ls ou grep, aucun souci. Mais autoriser des commandes qui peuvent tout casser, comme rm, ou pire, un accès bash complet, c'est prendre un risque énorme. Voilà, les bases du pilotage sont posées. Maintenant, on passe à la vitesse supérieure, l'automatisation. On va voir comment prendre des tâches complexes, répétitives, et les transformer en une seule et unique commande magique. Prenons un exemple super parlant, la commande /primer. L'idée est toute simple. On crée un petit fichier qui contient une liste d'instructions pour l'IA. Mais le résultat est bluffant. En tapant juste /primer, Claude va scanner toute la structure du projet, lire le README, en bref, il s'imprègne de tout le contexte. C'est un gain de temps absolument phénoménal. Et pour aller plus loin dans l'automatisation, il y a les hooks. Voyez ça comme des déclencheurs automatiques. Ils permettent de lancer un script personnalisé juste après une action précise. Par exemple, on peut créer un log à chaque fois qu'un outil est utilisé par l'IA. C'est une excellente manière de garder un contrôle total sur ce qui se passe. Ok, là, on entre vraiment dans le cœur du réacteur. On ne se contente plus de donner des ordres à un assistant. Non, on devient l'architecte d'un véritable système d'agents semi-autonomes qui travaillent pour nous. Pour que ça marche, il faut une méthode. C'est là qu'intervient le framework PRP. C'est un processus super structuré pour donner à l'IA absolument tout le contexte dont elle a besoin pour développer une fonctionnalité complexe sans se tromper. C'est la fin des allers-retours incessants. Et ce processus est simple comme bonjour. Il se fait en 3 temps. D'abord, on définit précisément ce qu'on veut. Ensuite, on génère un cahier des charges ultra détaillé pour l'IA. Et enfin, on exécute la construction. On passe de l'idée au code de manière fluide et structurée. Et on peut aller encore plus loin avec les sous-agents. Imaginez que l'IA principale n'est plus toute seule. Elle devient un chef de projet qui peut déléguer des tâches à une équipe de spécialistes. Chaque sous-agent a sa propre expertise, ses propres outils. On pourrait avoir un agent juste pour les tests, par exemple. Bon, nos agents sont prêts et ils savent travailler en équipe. Le problème, c'est qu'ils sont un peu dans leur bulle. Il est temps de les connecter au monde extérieur, de les brancher sur les vrais outils pour décupler leur puissance. Et là, il y a 3 intégrations qui changent vraiment la donne. D'abord, connecter l'IA à des serveurs comme Serena pour qu'elle comprenne le code en profondeur. Ensuite, lui donner accès à la ligne de commande GitHub pour qu'elle puisse gérer les issues et les pull requests. Et enfin, utiliser les Git worktrees pour la faire travailler en parallèle. Et regardez le workflow de rêve que ça permet. On tape une seule commande, /fix GitHub issue. Et là, l'IA va lire le ticket sur GitHub, elle écrit le code pour le corriger, elle lance les tests pour vérifier que tout est OK et elle soumet une pull request. C'est tout le cycle, de A à Z, complètement automatisé. La différence avec une approche classique, c'est le jour et la nuit. D'un côté, on a un processus lent, linéaire. De l'autre, on peut lancer plusieurs agents en même temps, chacun sur sa propre branche, pour explorer différentes solutions au même problème.
C'est non seulement plus rapide, mais en plus, ça offre un choix entre plusieurs implémentations. Finalement, tout se résume à cette phrase. L'idée derrière toutes ces stratégies, ce n'est pas juste d'utiliser un outil qui est bon, c'est de le maîtriser, de le pousser dans ses retranchements pour atteindre un niveau d'excellence, que ce soit en productivité ou en qualité de code. Alors pour récapituler, si on veut vraiment maîtriser ces outils, tout repose sur 4 piliers. D'abord, piloter l'IA avec des règles claires. Ensuite, automatiser un maximum pour être efficace. Puis, savoir déléguer les tâches complexes à des agents spécialisés. Et enfin, intégrer l'IA à tout l'écosystème pour qu'elle puisse travailler de bout en bout. Tout ça nous amène à une dernière question, une question assez fondamentale en fait. À mesure que ces IA deviennent capables de construire des choses toutes seules, le rôle du développeur change radicalement. On passe de constructeur à architecte. La vraie question devient alors, que va-t-on choisir de concevoir ?